vous venez de recevoir un petit message comme quoi nous allons enregistrer cette session. Vous devez appuyer sur le petit bouton bleu qui mentionne que vous êtes d'accord. Donc, bienvenue par rapport à cette session, non pas par rapport, mais bienvenue à cette séance. Voilà, et les résultats au travers des activités que nous allons entreprendre aujourd'hui, eh bien, ça sera plutôt les conditions pour le soutien, la réglementation pour les fonds internationaux, le fonds international pour financer l'action pour le changement climatique au niveau local. La priorité visera bien entendu l'engagement concernant le processus de la CNUC, le financement des pertes et dommages. On parlera aussi du nouveau collectif et comment quantifier ces objectifs concernant le financement du changement climatique. Nous allons aussi bien parler comment nous engager avec le Fonds vert pour le climat, aussi bien nous allons parler de l'agenda de la réforme MDB et dans les semaines à venir, nous aurons le temps aussi bien de revenir sur tout cela. Et puis, la dernière chose par rapport au programme, on aimerait donc promouvoir la mobilisation des fonds pour trouver des solutions au niveau local pour le changement, pour lutter contre le changement climatique. Donc, comment développer un portefeuille au niveau local pour mener à bien cela et puis identifier les alternatives pour les mécanismes de finance, faire un suivi et passer donc aux facilitation, aux mécanismes de subvention. Et concernant ceci, probablement mes collègues vont en parler, mais on voulait donc commencer avec la définition telle que financée, telle que fournie par la CNUC. Vous les voyez ici à l'écran, toutes ces définitions, donc des processus euh, et cela inclut les dommages ou bien les risques, la gestion des risques et l'adaptation, les actions pour l'adaptation au climat. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut donc éviter, malheureusement. On doit inclure les pertes irréversibles, les pertes de vie, les pertes de l'habitat des personnes, de l'habitation, l'impact économique sur la biodiversité, la culture et autres. Alors, à cet égard, je pense que à la dernière COP, on a vu certains accords qui ont été signés et concernant ces conversations, on a établi aussi la commission transitoire qui avait été écrit, qui avait été donc excusez-moi, le son n'est pas très bon, donc qui avait été établi lors de la COP 28, si je ne me trompe. Voilà. Et puis, concernant ce programme, nous avons l'Alliance de la VCA à planifier différentes actions, de développer la position de la VCA concernant les pertes et les dommages, identifier les opportunités et puis l'engagement au niveau international et régional, s'engager davantage avec la commission transitoire sur le financement des pertes et dommages et soumettre, bien entendu, nos recommandations à la plateforme de la CNUC. Et il y a une certaine fenêtre de temps pour le faire. Chers collègues, voilà, c'est ce que nous pourrions faire. Je vous remercie de votre aimable attention. Je redonne la parole à ma collègue. Merci, Yara. Et puis, sans plus tarder, cela nous a permis, bien entendu, d'avoir une
Merci d'avoir planté le décor pour nous, en d'autres mots. Et nous allons, il y aura donc d'autres membres du panel qui pourront présenter différents aspects, mais je pense que ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on ait après cette intervention une bonne compréhension des pertes et des dommages et du financement, et comment réagir par rapport à cela. On voudrait aussi encadrer ce discours par rapport à la perspective des détenteurs de droits et de la société civile. C'est important pour nous par rapport au travail que nous faisons. Au travers de tout ceci, nous aurons donc un meilleur sens des choses et je vous invite à participer, à considérer tout cela et de peut-être discuter avec nous, de poser des questions. J'aimerais donc aussi bien à la fin de notre séance, si on a le temps, on aimerait peut-être, voilà, si vous voulez, vous pouvez aussi bien entendu, avec les membres de notre panel, on pourra poser des questions le cas échéant. Donc, peut-être, on me dit il est nécessaire de rappeler aux membres du panel, si vous voulez, parler à un rythme non pas effréné, mais à un rythme normal pour que les interprètes puissent interpréter pour vous. Alors, Adrienne, je vais donc maintenant, Adrienne Martinez et de la Ruta de Climat. J'aimerais donc peut-être par rapport à votre perspective, c'est quoi en fin de compte les pertes et les dommages? Allez-y, vous avez la parole. Alors, comme notre collègue l'a si bien mentionné, il y a beaucoup de littérature sur les définitions données à cela quant au changement climatique, mais il n'y a pas de, je dirais, une définition juridique en tant que telle. Et même si nous sommes en train d'avancer de manière progressive sur ce nouveau chemin. Nous avons besoin donc de déterminer ce que c'est exactement les pertes et les dommages dus au changement climatique. Et ça serait bien d'avoir un terme juridique bien défini et qu'on pourrait, au nom des détenteurs de droits, au nom de la société civile, pour pouvoir interagir avec les gouvernements. Ça serait bien d'avoir une définition, ensuite une structure, c'est ce qui nous manque actuellement. Et c'est un défi aussi pour la commission transitoire pour répondre à différents processus car il faudrait aussi mobiliser des fonds qui s'adressent à ces nécessités qui sont différentes. Et oui, pour la recherche, pour les fonds nécessaires, je pense aussi bien pour les personnes ou les citadins les plus vulnérables. Je pense que ça, c'est un grand défi. Au-delà de cela, je pense que c'est une discussion, donc le recours aussi. Alors, comment dirais-je, par rapport à cela, un fonds doit avoir des ressources, mais on ne doit pas donc dévier, bien entendu, par rapport aux obligations que nous avons déjà concernant d'autres fonds pour tout ce qui est nuisance à l'environnement et par rapport aux différentes conventions. Il y a déjà 30 ans, nous avions déjà œuvré en ce sens pour réduire, par exemple, les émissions à CO2 et ce que l'on voit maintenant, il faut prendre conscience
rapports déployés concernant l'adaptation, l'atténuation, concernant l'article 9.1 de l'accord de Paris pour les pays en développement. Mais il faudra trouver des fonds additionnels ou des mécanismes de financement pour fournir des ressources aux communautés au niveau local, car les communautés essayent donc de présenter des recours, mais concernant les droits humains, concernant les droits environnementaux, tout cela est en discussion, mais je crains que notre anticipation après 30 ans d'attendre que quelque chose se passe, nous éloigne quelque part de nos objectifs. Il y a encore beaucoup de choses que l'on peut prendre en considération, par exemple les pertes et les dommages non économiques, par rapport aux communautés, ce qu'elles réclament en tant que leurs droits, que ce soit les pertes transgénérationnelles, culturelles, d'identité ou autres. Euh, voilà, je vais laisser la parole à mes collègues maintenant. Merci, Josh. Merci, Adrienne. Alors, avant de passer à prochain point, je pense que, en effet, on parle de 30 ans, vous avez mentionné, et on parle aussi d'un manque de définition claire. D'un côté, vous avez donc enfin, comment dirais-je, j'aimerais entendre davantage par rapport au rôle de la politique. Lorsque vous parlez de manque de définition claire, ce n'est pas clair pour moi si est-ce que c'est une définition sur ce qui constitue les pertes et les dommages liés au changement climatique desquels on doit traiter, ou bien c'est un manque de responsabilité de la part des pays. Et eh bien, je pense que tout est lié. Alors, si on veut si on parle de la convention de la CNUC, eh bien, il y a eu donc depuis de nombreuses années des efforts déployés pour obtenir cette définition, mais on savait déjà dès le début que il y a eu, je pense que c'était que ce soit John Kerry, l'envoyé spécial des États-Unis. Enfin bon, comment dirais-je, c'est au niveau structurel, au niveau politique. euh, Certains États évitent d'en parler ou de traiter. Par exemple, la création de l'accord de Paris, où là, on a essayé d'insérer cela dans les textes sur les responsabilités. Et puis, encore une fois, cela avait été aussi, on avait essayé d'inclure cela dans l'article 51, mais il y a eu différents efforts des uns et des autres, essayer de bloquer, d'effacer ou d'ignorer ce genre de texte. Et vous savez très bien qu'il y a eu donc différentes tentatives de faire des changements à cela depuis des dizaines et des dizaines d'années, où les femmes doivent aussi bien répondre à tous ces problèmes socio-économiques lorsque les hommes doivent quitter leur village, leur famille, leur ville pour aller au-delà des frontières chercher du travail. Je pense que, en effet, on voit seulement une petite facette des pertes et des dommages. Je pense que c'est beaucoup plus structurel et ce sont les faits. Et maintenant, on n'a pas pu jusque-là d'avoir une définition, on n'a pas pu se mettre d'accord quant à se mettre sur une définition et malheureusement, qui est responsable. Eh bien, au niveau, en termes juridiques ou financiers, je pense que oui, c'est politique et
cela va de pair avec l'idée qu'au sein de cette convention, il y a quelque chose qui est tabou apparemment, qui n'est pas pris au sérieux. L'article 51 inclut donc la responsabilité malgré les lois internationales, malgré tous les principes et ensemble avec la convention. Enfin bon, je pense que malheureusement, les communautés souffrent, leurs droits ne sont pas respectés et elles souffrent terriblement. C'est un très grand défi. Mais aussi bien, cela affecte non seulement les communautés, mais des régions entières. Et encore une chose, Adriane, et j'aimerais peut-être savoir quelle est votre perspective. Nous avons parlé de la commission transitoire et comment formuler ces définitions au niveau juridique. Mais maintenant, en tant que VCA, c'est important pour nous. Pour la société civile, qu'est-ce que les communautés ont fait jusque-là pour articuler clairement les questions de perte et de dommages pendant toute cette période de temps? Je suppose que le niveau de manque de réussite ou de réussite peut être quand même mesuré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de la perspective des communautés ou de la société civile à cet égard pour changer la donne, pour peut-être d'avoir un impact. Vous avez parlé, bien entendu, des droits humains, tabous, n'est-ce pas, et la difficulté d'avoir une discussion lorsqu'on parle des droits humains. Alors, est-ce que il y a quelque chose que les communautés devraient ou peuvent faire différemment, qui serait à leur avantage? C'est un grand défi. Donc, il y a 6 mois, pendant la COP, on avait du mal à mettre déjà les pertes et les dommages à l'ordre du jour. Et 6 mois avant cela, pourtant, cela avait été mentionné. Ils avaient mentionné qu'ils devaient, enfin bon, c'était au mois donc de novembre. Et puis, je pense que, en effet, les communautés avaient nommé les commissions transitoires. Et voilà, donc quelque part, je pense il était nécessaire de négocier, c'est ce qu'elles avaient dit. Je pense qu'il y a donc, on ne savait pas qu'il y aurait un fonds, il n'y avait pas de mécanisme en place. Et voilà, donc je dirais que la société civile pourrait donc mentionner ce que les communautés veulent, mais déjà d'essayer donc de sensibiliser pour que les communautés puissent fournir leur contribution sur ce qui est nécessaire, etc. Je pense que tout ceci requiert du temps. C'était un peu le dilemme. Vous savez, on a voulu avancer peut-être très vite, mais les personnes au sein des communautés qui, elles, savent ce dont elles ont besoin. Eh bien, il y a donc peut-être aussi des questions qu'on ne comprend pas. Nous n'avons jamais étudié tout ce qui avait trait aux pertes et dommages à ce niveau-là. Et comment dirais-je, voilà, je pense que il y a une réunion donc pour la COP 28 en décembre. Ce sont les communautés qui auront besoin de fournir cette perspective et peut-être au travers des vidéos d'essayer de joindre euh, et les uns et les autres. Ou en Colombie, par exemple, ils pourront dire, tiens, voilà, c'est ce qu'on veut, que ce soit en Jamaïque ou en Afrique du Sud. Et voilà, essayer de joindre tous les membres des communautés et d'expliquer exactement
qu'elles veulent et ce dont elles ont besoin, qu'est-ce qu'on aurait besoin de financer et voilà, parce que si on n'arrive pas donc à faire des choses qui sont en relation avec la réalité, alors que ferions-nous si ce n'était pas le cas? Voilà. Et puis avec John Kerry, ils avaient donc décidé par exemple des fonds, si on parle de trillions de dollars, n'est-ce pas? Enfin, je pense que c'est quelque chose qui transforme la réalité pour les générations à venir. Enfin, c'est, comment dire Et ça? ça, c'est l'héritage qu'il faut protéger pour les générations futures. Donc, merci beaucoup, Adrien. Donc, je vais revenir sur toi, sur Taki, Dr Motaki de Concepci, pour parler peut-être des perspectives des collectivités, de leurs expériences, avant qu'on ne parle de la société civile en général. Donc, j'aimerais vous souhaiter le bienvenu d'abord. Est-ce que vous avez une présentation à partager pendant votre discours? Allô? Donc, oui, on vous entend bien. Peut-être on peut partager mes diapos. Donc, je vais partager ma perspective concernant les pertes et dommages et de la point de vue de la société indonésienne. En ce qui concerne la question, qu'est-ce qu'est une perte ou un dommage? Comment faudrait-il le définir selon notre expérience? Donc, selon nos expériences, les pertes et dommages désignent les effets négatifs ou destructifs du changement climatique sur les plans social, économique et financier, environnemental et culturel, qui ne peuvent pas être restaurés ou réparés ni par l'atténuation ni par l'adaptation. Nous pouvons contextualiser les définitions et les cadres du perte et dommage en fonction des connaissances, des expériences et des réalités locales sur les impacts négatifs du changement climatique. Concernant la société civile doit développer un cadre basé sur les contextes locaux concernant les pertes et dommages, y compris une compréhension globale de l'utilisation d'outils participatifs dans les moyens de subsistance euh, humains, physiques, économiques, sociaux et naturels. Il faudra calculer la valeur économique existante et pertes et dommages et la puissance des pertes et dommages économiques projetées dans tous les biens de subsistance en tant que valeur des risques climatiques. Et puis, il y a besoin d'un plaidoyer auprès des responsables infranationaux, nationaux et mondiaux en tant que matériel politique dans le cadre du financement des pertes et dommages en matière de climat. Quels sont les problèmes de pertes et de dommages du point de vue des
les collectivités affectées par le climat. Sur la base de nos recherches sur le terrain, dans plusieurs sites ciblés de la VCA en Indonésie, les questions liées au développement et la formation des compétences du point de vue des communautés sont que Pertes et dommages seraient reconnus comme l'impact des chocs climatiques dus à de longues sécheresses ou à des tempêtes. Les pertes et dommages sont la destruction du milieu d'environnement, les rivières, des forêts, qui a eu un impact sur la disparition des sources d'alimentation. Les pertes et dommages sont considérés comme un désavantage social et économique dû aux inondations annuelles causées par les marées et à l'affaissement du sol. Donc, quelles sont les approches et réponses possibles en matière de pertes et dommages? On pourra essayer de développer un mécanisme de financement local pour les pertes et dommages sur le climat par une approche philanthropique. Euh, il faudrait créer un mécanisme d'accès aux fonds publics ainsi qu'un mécanisme de paiement pour les services environnementaux. Donc, merci Taki. Oui, c'était une vue très, très détaillée. Comment se présente l'effet sur les collectivités et leurs expériences sur leurs moyens de subsistance, leurs ressources alimentaires, leurs terres. Et c'est des effets très réels auxquels les collectivités doivent faire face en ce qui concerne le changement du climat. Donc, la question qui reste, si tout cela représente un effet sur la subsistance et le bien-être des collectivités, vous avez mentionné un certain nombre d'interventions et en ce qui concerne le rôle de la société civile, quel serait son rôle pour faire face à ces sujets, pour trouver euh, une façon de communiquer unie au niveau multinational? Quand on parle de la stratégie en ce qui concerne la société civile, il faudra comprendre leur vulnérabilité et développer leur capacité de surmonter ces défis. Et c'est à ces fins qu'il faut entamer une discussion pour intégrer ces réflexions dans nos préparations. euh, Parce que le rôle de la société civique au niveau global serait de prêter assistance aux collectivités affectées. Donc, je voudrais pas, oui, anticiper quels seront vos commentaires, mais allez-y, Protes. Donc, oui, merci et merci à tout le monde. Je pense la discussion, il s'agit de la définition des pertes et dommages, et je suis d'accord avec mes prédécesseurs. Nous avons tellement essayé de trouver des définitions de quoi il s'agit et le rôle de la société civique. Et ma contribution serait que il y a deux choses qui manquent. D'abord, la société civique est un intermédiaire entre les collectivités et des bailleurs de fonds et des groupes,
preneurs d'entrée au niveau global, il faudra maintenant s'occuper sérieusement des collectivités qui sont affectées, qui prend les décisions finales. Moi, je viens d'une région au Kenya qui a une forêt, mais on n'a pas eu des pluies pendant 4 ans. Et donc, ma définition de perte et dommage serait différente, très différente de celle de quelqu'un d'autre. Et toute organisation de société euh, civile pourrait être différent. Et la question, c'est comment est-ce que vous avez tenté de traiter ce problème quand on parle de perte et de dommages? Les gens dans une certaine région seront des nomades. La plupart des hommes euh, auraient quitté leur foyer pour amener leur bétail en laissant les femmes, les enfants derrière, qui ont du mal à trouver des ressources alimentaires. Et ce seraient des effets du changement de climat. Mais comment intégrer leur contribution en ce qui concerne la définition des pertes et dommages? Une autre considération, c'est la langue employée quand on parle de ces définitions. Dans quel langage utilise-t-on? Moi, je parle anglais. Mais ma mère, elle a 80 ans d'âge, elle a beaucoup de connaissances, mais elle pourrait avoir des solutions grâce à son expérience. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que la société civile s'adresse correctement aux collectivités locales pour euh, intégrer leur expérience et leurs informations quand on parle de pertes et de dommages? Comment est-ce qu'on approche les personnes affectées dans une langue qui leur est compréhensible? Euh, pour les plus grandes régions en Afrique, ce serait l'anglais et le français, mais la recherche nous montre qu'il n'y a que 40% de la population qui comprennent ces langues. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les 60% de la population qui parlent les langues locales, qui ne comprennent pas pourquoi il y a l'assèchement des lacs et je rappelle, ayant vu un film, et au début, on voit les personnes indigènes, je crois que c'était la Nouvelle-Zélande ou le Canada, et, euh, et maintenant la question qui se pose dans les discussions internationales sur le changement du climat, comment est-ce que on peut s'assurer que les populations indigènes, les femmes et les jeunesses sont intégrées pour pouvoir montrer que voilà, ça c'est ces communautés-là et telle est leur expérience et tel est leur savoir. Je m'arrête ici. Merci pour tous. Vous avez soulevé un nombre de points très importants et tout ça, ça revient au point que Adrien a mentionné en ce qui concerne les droits de l'homme. Sans la capacité de comprendre quel est le discours autour de perte et dommages au niveau global, sans savoir qu'est-ce qui se dit, ce qui se discute et comment s'intégrer, on est exclu. On ne peut pas faire partie de cette discussion quand c'est des communautés du terrain qui sont effectivement exclues. Et je pense que ça résonne fortement avec les points soulevés par Adrien et Teta bon, je regarde un peu l'horaire
je voudrais ouvrir aux questions de l'audience. Si vous avez un commentaire ou une contribution en ce qui concerne votre contexte, il y a pas mal de participation dans notre discussion. Je vois une première main levée de la part de Wilson Kipkazi. Présentez-vous. Et si vous avez une question à un de nos présentateurs spécifiquement, veuillez bien nous le dire aussi. Merci beaucoup. Je m'appelle Wilson Kipkazi. Je viens des communautés indigènes du Kenya. Et nous sommes une communauté pastorale. Et les effets du changement de climat ont fait qu'on a eu des déluges à une hauteur de 4 mètres. Les gens, ils ont perdu leur foyer, leurs moyens de subsistance, ainsi que les hôpitaux, les écoles. Même tout un centre commercial a été détruit. Les eaux ont reculé, mais les gens ne sont pas prêts à retourner. La question, c'est que, en termes de perte et dommages, je sais que la CNUC a soulevé un certain nombre de moyens pour traiter avec les pertes et dommages. Mais ces terres où ces personnes résidaient sont perdues maintenant et leurs biens ont été entièrement détruits. Comment on peut traiter ça en termes de pertes et dommages? Merci. Oui, merci Woodson. C'est très, très clair comme question. Je me demande si un de nos panélistes pourra parler à ça, peut-être Adrien. Vous pouvez relever cette question. Ah oui, merci. Ah, je pense, on est tous en accord qu'il n'y a pas d'inclusivité dans cette discussion. Ce que mon ami du Kenya vient de mentionner tout à l'heure, c'est certainement vrai. Pour avoir une discussion inclusive, ce que c'est les pertes et dommages, hein, il faut tenir compte des collectivités comme celle qui a été mentionnée. Mais quelqu'un à Paris, au Maroc, serait prêt à dire maintenant c'est des pertes de dommages quand les eaux submergent votre foyer. euh, il y a aussi danger de vie. La discussion, c'est parce que les changements du climat, ça affecte tout le monde. C'est pas seulement les, les gens avec lesquels nous sommes à l'école, c'est aussi nos grands-parents qui vivent autour des lacs. Euh, Nous, on peut dire, oui, il y a ça qu'on a vu qui s'est passé, mais ce qui se passe aujourd'hui, combien est-ce que ça représente? Parce que une vue individuelle, elle est toujours subjective. Pablo, je vois votre main élevée, donc allez-y. Merci beaucoup. Ma question, c'est, d'abord, j'ai un commentaire que j'aimerais adresser au premier panéliste, de partager un petit résumé du processus pour comprendre où on se trouve au niveau du comité de transition, à quoi il faudrait s'attendre au niveau de COP.
pour comprendre comment est-ce qu'on peut participer. Ma question s'adresse à Protus et c'est le dilemme qu'on expérience. Cet idéal de l'inclusion, le défi, c'est que c'est un processus politique dont on n'est pas en contrôle. Et comme le premier panéliste a mentionné, depuis la Convention, on a plaidé pour la Convention sur les pertes et dommages. Ça a été mis à la fin de COP27, où on a dit on sera d'accord sur rien jusqu'à la conclusion de ce document sur pertes et dommages. Il y a une urgence en ce qui concerne le besoin d'action, mais maintenant, il faut réaliser euh, ces résultats parce que ça prend très, très, très longtemps. Et maintenant, on met trop de temps avant qu'on ait une définition, avant qu'on ait tous les faits. Et c'est ce long processus, c'est pour l'avantage de ceux qui ont un intérêt à retarder les résultats. Maintenant, il y a le défi d'accomplir quelque chose dans ce contexte dont on n'est pas en contrôle. Merci, Barbara. Avant que je passe le mot à Hélène pour répondre là-dessus, je voudrais dire certaines questions qui sont levées sur tout ce qui concerne le processus seront aussi traitées dans la présentation suivante. Je regarde la boîte de commentaires avant de commencer. Quelques-uns des commentaires qui ont été faits, Olivia, sont très importants. Peut-être vous pouvez nous expliquer ça brièvement. Je vois que la main d'Eda vient de... Donc, laissez-moi juste pour un moment, si mes panélistes préféreraient de... Peut-être on va d'abord écouter Eda d'abord. Bonjour, je m'appelle Eda, je suis du Kenya. Donc, j'ai pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. En ce qui concerne les responsabilités de la société civile, je pense que ces organisations de la société civile, ils jouent un rôle très important à contribuer à l'établissement d'un fonds pour pertes et dommages. C'est eux qui prennent ce rôle de créer la définition des pertes et dommages. Et la définition n'est pas quelque chose généré par ces organismes de la société civile, mais doivent venir par les protagonistes eux-mêmes, parce que eux, ils savent comment ils sont affectés sur le terrain, là où on peut sentir les impacts, parce qu'il faut écouter les populations, il faut tenir compte de leurs commentaires, de toutes les différentes pertes qu'ils ont dû subir. Et comme ça, on pourra créer un narratif qui reflète la voix de tout un chacun de ces collectivités. Et comme ça, à une rencontre prochaine, on peut avoir un progrès parce que je sais que les personnes dont on espère qu'ils vont compenser les pertes et dommages, ils ont besoin de données. Et c'est à nous, en tant que collectivité, de leur fournir cela. Sinon, ils risquent de dire, avant qu'il n'y ait des données concrètes, on ne pourra pas intervenir. Et donc, nous, on a cette responsabilité-là. Oui, merci beaucoup pour ce commentaire important. Olivia, je vais regarder. Je vais revenir à nos panélistes.
quand on arrive à clôturer ce chapitre, votre commentaire concernant le travail de votre organisation Réponse légale internationale en ce qui concerne les divers efforts des parties prenantes concernant pertes et dommages, est-ce que ça s'adresse aux généraux? Ça existe en anglais et en français. On entend beaucoup parler des collectivités et le besoin de les faire participer à ces discussions. Peut-être vous pouvez nous dire comment ça se fait et quelle est la continuation de ce processus de inclure et s'adresser aux collectivités sur le terrain. Ah, merci, Josh. Hi, je m'appelle Olivia, basée au Royaume-Uni. Réponse légale internationale a été créée il y a à peu près 15 ans pour fournir un conseil aux négociations du changement de climat parce qu'il y avait une grande manque d'équilibre entre le pouvoir et les personnes affectées en ce qui concerne du conseil légal et l'expertise. Et donc maintenant, au cours de COP27, on a vu qu'il y avait une opportunité de fournir un peu plus d'explications ce que c'est les pertes et dommages à la communauté internationale et les petits efforts qui ont été faits jusque-là pour les élargir et donner une image compréhensive de ce qu'il y a et déterminer la, euh, le langage employé pour pouvoir être en mesure d'expliquer d'une façon assez simple des sujets très complexes. En ce moment, on l'a seulement en anglais et en français. Et il devrait y avoir plus de langues, mais on est une équipe assez petite. Je suis d'accord avec les contribuants précédents. C'est très important et nécessaire dans le processus, mais le processus n'a pas été créé pour intégrer ça. Les personnes qui sont assises à la table de discussion, c'est les pays, leurs représentants, euh, les représentants d'État. euh, la décision est faite prise par les gouvernements et non pas par les personnes affectées. Et dans certains pays, les gouvernements ne se trouvent pas vraiment du côté de la société civile. Et donc, en ce qui concerne la définition des pertes et dommages, avec ça, on s'adresse à un niveau de débutant pour que ce soit compréhensible pour les personnes du terrain, mais pas vraiment pour les experts et négociants qui s'occupent de ce sujet depuis des années. Et on aimerait donner plus d'explications si besoin. Oui, merci de votre intervention. Donc, avant de revenir vers Adrian, après avoir écouté vos commentaires, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute à l'œil, que vous aimeriez partager avec nous? Protos, allez-y, s'il vous plaît. Merci, Josh. C'est très, très bien parce qu'on est d'accord que la société civile joue un rôle clé pour lier les communautés au gouvernement. Le défi, c'est que il faudrait pas s'arrêter de ce qu'on fait. Utilisons ce que nous ayons. Et je sais que c'est pas quelque chose qui va arriver aujourd'hui ou demain. Et il faut traiter avec ce qu'il y a en ce moment, mais les voix qui se soulèvent actuellement, s'il y a des fonds disponibles, on dit, oui, Protos, vas-y, obtiens ça. Mais dans les jours, les mois et les années à venir, euh, il faut développer un système compréhensif
Sinon, on risque de laisser derrière une grande partie des personnes qui en font partie. Merci beaucoup, Protus. Je vais voir maintenant, peut-être que Adrien n'est plus là, il devait partir, mais peut-être je vais donner donc, avant de clore cette séance, le mot final de votre part, juste pour cette partie de la session. Taki, vous avez la parole, on va clore cette première partie. Est-ce qu'on peut m'entendre? Oui, pour contextualiser tout cela, je pense qu'il est... je pense que c'est impossible. Oui, merci Taki. Bref, mais très bien, merci Taki, merci Protus, merci à Adrien pour la première partie de notre session. On essaye de garder, de respecter les temps, mais on avance bien, je dois dire. Et j'aimerais donner la parole à notre prochain interlocuteur, Andrés. Et en effet, sa présentation, je pense, expliquera beaucoup de choses pour nous tous. Je pense qu'on pourra même répondre à certaines choses telles que Barbara a mentionné. Andrés, vous avez la parole. Merci Josh et merci pour cette invitation pour le projet VCA. Alors, par rapport à cette conversation, alors un des problèmes qu'on a eu concernant les négociations, c'était d'essayer de fournir une définition pour tout, qui inclut tout, et avant d'avoir ces conversations sur les pertes, sur le financement des pertes et des dommages, sur le financement en tant que tel, il n'y a pas donc de définition sur le financement du climat, n'est-ce pas? Et puis, cela ne nous aide pas, bien entendu, pour identifier ce qu'on a besoin de financer et qu'est-ce qui ne doit pas être financé. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on parle des pertes et des dommages, ce n'est pas nécessairement de trouver une définition qui inclurait tout, mais d'identifier déjà toutes les pertes et les dommages qui devraient être financés. Par exemple, les inondations. Ou bien, je dirais, donc la perte d'habitation ou la perte, enfin, selon moi, je pense que c'est vraiment les choses qui limitent les conversations, mais voilà, concernant cela, par rapport au oui, c'est bien d'avoir des ateliers de travail, mais pas donc des conversations sans fin sur ce qui doit être fait. Voilà. Mais par rapport à cette conversation maintenant, quel est le contexte concernant les pertes et les dommages? Adrien a mentionné par rapport à ces conversations. Ces conversations existent depuis longtemps et depuis donc déjà en 1994, on avait proposé des lois d'inclure cela dans et dans le libellé des différentes conventions. Et puis, je pense que comment dirais-je, cela a été inclus dans certaines négociations pour les décisions de la COP. C'était uniquement, toutefois, à la COP 16 qu'un programme avait été inclus pour s'adresser à ceci. Et, comment dirais-je, dans le la première grande réussite par rapport à ce que je pense, c'était de l'avoir inclus dans les mécanismes internationaux à la COP19 en 2013. Mais il est important de comprendre que ces conversations sur les pertes et les dommages ne sont pas uniquement des discussions au niveau technique,
mais qu'elles sont aussi bien, il y a une tension politique, car les négociations concernant l'adaptation, eh bien, il y a un lien entre l'adaptation, entre les pertes et les dommages. Et par rapport à l'adaptation, il y a toujours ce narratif de la responsabilité historique de ceux qui portent le fardeau de l'impact dû au changement climatique et les causes autour de ce fardeau. Et la conversation concernant la perte et les dommages est beaucoup plus puissante maintenant, car cela fait référence à la responsabilité, à la compensation. Et maintenant, oui, peut-être que j'avance un peu trop vite par rapport à tout ça, mais c'est donc un des problèmes au niveau politique donc entre le sud et le nord de la planète. On sait très bien que la conversation sur les pertes et les dommages est liée aux finances, nous le savons très bien, et c'était donc seulement récemment où on a commencé à parler de la finance. On parle surtout donc de qui fournit cette finance. Alors, concernant la COP19, nous voyons, alors c'est la diapo précédente, s'il vous plaît. Donc, il y a eu 3 objectifs, 3 fonctions, dont 2 ont à voir avec la compréhension lorsqu'on se réfère. Donc, il y a donc l'amélioration de la connaissance et la compréhension des méthodes d'évaluation des pertes et des dommages, renforcer le dialogue et la coordination, la cohérence et les synergies entre les parties prenantes et renforcer l'action et le soutien, y compris le financement, la technologie et le renforcement des capacités pour lutter contre les pertes et les dommages. Et puis, il était nécessaire d'inclure les finances, la technologie et le renforcement des capacités. Et donc, le monde n'a pas été, cela n'a pas été possible de le faire, car c'est des réunions qui ont lieu juste, il n'y a pas un lien encore qui est fait par rapport aux ressources pour pouvoir répondre à ce mandat. Alors, c'est uniquement après 2013 où là, il y a eu, je dirais, un article 8 de l'accord de Paris qui se limite encore une fois sur donc augmenter la compréhension à quoi on se réfère concernant cela. Donc, quelque part, moi, je pense, si on peut continuer à pousser cette idée pour qu'il y ait une compréhension, ne serait-ce qu'au niveau technique, concernant tout ceci. Prochaine diapo, je prie. Alors, par rapport à ce qui s'est passé lors de la COP 25, c'était à Madrid. Vous avez certainement entendu parler du réseau de Santiago sur la prévention et la minimisation et le traitement des pertes et des dommages. Eh bien, c'est je dirais, donc, c'est quelque chose qui nous permet de nous focaliser sur le soutien technique similaire à la technologie, que ce soit donc dans le CTCN, c'est-à-dire le réseau technologique du CLEMAN, mais le réseau de Santiago, lui, est un réseau plutôt pour les institutions qui peuvent catalyser l'assistance technique des organisations, des organismes, des réseaux, des experts concernés en vue de la mise en œuvre d'approches pertinentes pour prévenir et minimiser et traiter les pertes et les dommages au niveau local, national et régional. Mais là, c'est important de savoir que concernant le réseau de Santiago, il avait été créé donc pendant la COP 25, c'est-à-dire en 2019, mais malheureusement, il n'est pas encore opérationnel, ce réseau. Il ne fonctionne pas encore, il y a encore des discussions en cours sur qui doit être l'hôte
de ce réseau, la création de ce réseau, quelles sont donc les institutions qui en feraient partie. Éventuellement, ce réseau devrait devenir opérationnel par la suite voilà. Mais encore une fois, ce réseau de Santiago, c'est uniquement pour l'assistance technique. Alors, la COP 26, l'année d'après, c'est là où c'était donc en effet, vous avez eu le groupe G77 plus la Chine qui avait soumis une proposition pour créer un mécanisme de financement des pertes et des dommages de Glasgow, donc ce fameux dialogue à Glasgow. Et c'était en réponse donc justement au réseau de Santiago qui avait... Veuillez éteigner votre micro si vous ne parlez pas, s'il vous plaît, on n'entend pas l'intervenant. Éteignez votre micro, merci. Et donc, voilà, quelque part, cette proposition lors de la COP26 a été bloquée par les pays développés et pour des raisons que vous connaissez bien. Et puis, on devait avoir encore donc un dialogue, on devait créer un dialogue entre les parties, les différentes parties prenantes pour discuter du financement des pertes et des dommages, pour se focaliser sur cela, mais c'était juste un dialogue sur comment est-ce qu'on pourrait mobiliser les fonds. Il y avait un lien historique entre les assurances privées et donc, en effet, donc le dialogue, c'était « Ah, ben, prenez une assurance, si vous avez des pertes et des dommages », c'était ce qu'on disait au pays. Mais après avoir eu le premier dialogue le mois dernier à Bonn, en Allemagne, il y avait des avantages, n'est-ce pas? C'était surtout sur le fonds créé. Mais bon, cela, au moins, donc on en a discuté. Et puis à la COP 27, là, c'était vraiment donc à l'issue d'une négociation politiquement chargée. Là, on a établi un fonds pour les pertes et les dommages. Et là, on a donc aussi bien établi la commission ou le comité de transition. C'est là où c'était lors de la COP27 que ces deux choses ont été créées. Les pays développement maintenant se focaliser, ils ne voulaient pas donc avoir l'air donc mauvais ou méchant de ne pas créer ce fonds. Et là, il était nécessaire de mettre en place le mécanisme. Et puis, le deuxième élément de cette décision, cela inclut la décision de la création du fonds. Alors, on a discuté du mécanisme de financement et du fonds. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, maintenant, concernant le contexte par rapport à ce que je vous ai déjà dit, donc historiquement parlant, il y a eu, et on continue à avoir donc un rejet des pays développés qui se montrent très réticents et ont même refusé d'aborder la question du développement durable et de la finance concernant le changement climatique. Vous vous rappellerez que ce fonds, en tant que lui-même, c'est juste donc une tirelire quelque part. Mais les pays développés étaient clairs et ils ont mentionné qu'ils n'avaient pas une responsabilité ou un engagement en tant que tel de mettre quoi que ce soit dans ce pot, dans cette tirelire quelque part. Mais il fallait donc développer peut-être des engagements du secteur privé et de la CCNUCC, la CNUC en d'autres mots, et de la société civile. Et maintenant, donc, il y avait un lien entre les pertes et les dommages et la responsabilité, le partage et les charges et la responsabilité historique. Voilà, donc c'est par rapport particulièrement les États-Unis étaient
réticents, mais maintenant, il fallait voir comment est-ce que nous allions réussir. Il y a eu des propositions assez divisives, par exemple la priorisation uniquement de le faire pour les plus vulnérables. Alors rappelez-vous qu'il n'y a pas de définition en tant que telle pour qui sont ces personnes les plus vulnérables. Alors la vulnérabilité, rarement, je dirais, s'appelle au niveau du pays. Ça se passe où? Ça se passe au niveau, par exemple, où il y a eu une inondation dans les communautés. C'est sur le terrain que l'on voit ça. Et malgré donc des années de discussion, il y a un manque de compréhension sur ce que représentent les pertes et les dommages et qu'est-ce qu'on devrait faire à cet égard. Et un manque de compréhension car nous devrions mieux comprendre quels sont les enjeux et comment y répondre et quels sont les outils ou les types d'outils ou les financements nécessaires et les plus, je dirais, les plus, ce qui serait le mieux quelque part pour chaque perte et dommage. Et ça, c'est ma dernière diapo. Alors, nous sommes en ce moment dans un processus similaire à celui qu'on avait lorsqu'on a créé le Fonds vert pour le climat. C'était après une décision de la COP 16, c'était en 2010. Et il y a eu donc cette commission de transition qui avait été créée. Ils se sont rencontrés 3 fois en 2017 et en 2013, si je ne me trompe, non, c'était à la COP 17, c'était à Durban, excusez-moi, je m'y perds un peu. Donc, c'était en 2011, il me semble, et 2013. Enfin, là, il y a eu donc les instruments de gouvernance du Fonds vert pour le climat, c'est-à-dire les lignes directrices. Cela inclut ce que le conseil d'administration inclut et les finances qui est éligible pour un financement en général et comment en général fonctionne le Fonds vert pour le climat. Et ces instruments permettent au conseil d'administration de se rencontrer. Ça a été le cas après la COP 17, c'est-à-dire après 2012. Et le conseil d'administration s'est rencontré uniquement après 3 ans, en 2015, pour se mettre d'accord sur les éléments essentiels, c'est-à-dire cela inclut donc le cadre de gestion du risque, des indices, la méthodologie, le processus, etc. Et pour pouvoir vraiment commencer à fonctionner. La raison pourquoi je vous raconte tout cela, c'est pour expliquer comment les mécanismes financiers fonctionnent, quelle est donc la tendance. Alors, le premier projet du Fonds vert était financé donc en 2015, c'est à peu près 2 à 3 ans plus tard. Alors, les attentes par rapport au fonds maintenant sur les pertes et les dommages, je me réfère à cela en anglais en tant que LDF, c'est-à-dire Loss and Damage Fund, LDF, donc le financement des pertes et des dommages. Je pense que le LDF prendra du temps avant de pouvoir fonctionner. Il en va de même. Et depuis l'année dernière, on avait des attentes, tiens, comment accéder le fonds, mais je pense que la commission transitoire a encore beaucoup de travail à faire. Et les 2 réunions sur 3 sont déjà terminées. Le mandat de la commission inclut identifier les éléments pour les modalités de financement et identifier et élargir les sources de financement. Alors, cela a trait à la prévisibilité
prévisibilité des sources de financement que nous aurons. Il n'y a pas de certitude par rapport à cela. Ce n'est pas encore clair. Il y a des commissions aussi, vous savez, il y a des représentants des pays qui siègent à cette commission, qui ont des attentes, des positions divisées et différentes. Alors, les pays se focalisent davantage, je dirais, sur identifier et avoir une clarté sur les mécanismes de financement des pertes et dommages. Ça veut dire, par exemple, une série de décisions. Cela inclut donc pour promouvoir et favoriser le financement des pertes et des dommages. Une fois qu'on aura donc une clarté du mécanisme, on parlera du fonds, disent-ils, alors que les pays en développement, eux, veulent se focaliser sur le fonds et de discuter des mécanismes de financement plus tard, parce que ça peut être simplement donc un ensemble de décisions, ça ne représente que ça. Lors de la dernière réunion de la commission transitoire, la dernière réunion, la troisième, aura lieu cette année en République dominicaine, car c'est un bon environnement, c'est un État en développement. Et puis, on verra à la COP ce que proposera la commission transitoire à la COP. J'espère que ça peut être quelque chose similaire, tel que ça avait été le cas pour le Fonds vert pour le climat. Et puis sinon, il faudra commencer avec des sessions et discuter comment remplir quelque part les caisses concernant ce fonds et j'espère qu'après le fonds sera opérationnel. Il me reste encore une diapo peut-être. Ah non, bon c'est tout, très bien. Donc voilà, moi je m'attends à ce que ce fonds soit opérationnel peut-être en 2025 ou en 2026. Mais bon, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes pour soutenir l'opérationnalisation de ce fonds. La discussion à la COP 28, il faudra donc penser à faire participer et à engager la société civile dans ces discussions. Et la première chose, ça sera, même si la Commission a un mandat pour discuter de tout cela, il y a toujours des composantes techniques qui n'ont pas encore trouvé réponse. Et par exemple, sur les projets ou les propositions des projets, de quoi cela aura l'air. Par exemple, si vous avez donc un projet d'adaptation ou d'atténuation, on ne sait pas quels seront donc les critères pour présenter cela au fond. On ne peut pas s'attendre à ce que ce fonds prenne autant de temps que le fonds vert pour le climat par rapport à la réponse. À chaque fois que vous présentez une étape, il y a plusieurs mois, vous devez attendre la réunion du conseil d'administration. Ce projet commence 5 ans après ce que vous avez proposé. On ne peut pas faire ça avec les pertes et les dommages parce que c'est un défaut, c'est donc un sujet complètement différent. Et là, ce n'est pas clair encore. On ne sait pas encore. C'est un peu notre expérience dans ce monde des finances pour le changement climatique. Mais on aimerait savoir un peu quels sont les indicateurs auxquels il faudra répondre, quelles seront les caractéristiques, en d'autres mots, et le temps de réponse. Et par exemple, comment ce problème comment utiliser aussi les ressources pour vraiment résoudre les problèmes de manière efficace selon ces indices. Voilà, donc ça, c'est pas encore clair. Quel genre de ressources sont nécessaires, quelles sont les ressources, quel genre de ressources, quel genre de méthodologie. Ça peut être, vous savez, les pertes et les dommages, c'est assez complexe et les mêmes méthodologies ou indicateurs ne s'appliquent pas pour une inondation que, par exemple, la désertification et que ce soit des événements météorologiques extrêmes, etc. Il y a différents ensembles de méthodes à utiliser, mais personne ne travaille sur cela actuellement.
pour pouvoir canaliser ces fonds. Voilà, je vais m'arrêter ici et j'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Merci beaucoup, Andris. En effet, en vous écoutant, je me sens un peu schizophrène entre le cynisme et l'espoir que cela m'a inspiré. Mais bon, je pense que la plupart de nous viennent de pays où la meilleure manière, on sait très bien, lorsqu'on ne veut pas répondre à un problème, on établit une commission. Alors, c'est vrai, alors maintenant, on a cette commission en place. Mais bon, est-ce que c'est encore une excuse pour ne pas avancer? En d'autres mots, je ne comprends pas pourquoi cela prend de temps. On doit répondre à toutes ces questions et malheureusement, vous avez bien mentionné cela. Donc, Andrés, d'avoir une définition aussi claire sur les pertes et les dommages. Mais en effet, quand on voit les impacts, on voit très bien qu'il y a donc nécessité de répondre très vite. Mais de manière plus importante, j'aimerais savoir quelles sont les attentes réalistes. Donc, en effet, vous avez donc ce fonds fonds vert du changement climatique, mais maintenant un nouveau fonds, est-ce que quelque chose de positif ressortira de cela? Ou alors ce sont juste des instruments qui sont là pour retarder les choses, pour repousser les choses, parce que vous avez parlé de cet engagement lors de l'accord de Paris. Alors il est clair, mais je dois dire que beaucoup de choses n'ont pas encore été réalisé. Donc, y a-t-il vraiment une volonté politique de faire les choses ou pas? Et voilà, donc quelque part, enfin, comment dirais-je? En effet, est-ce que la société civile peut faire quelque chose pour essayer de faire avancer tout cela? Et donc voilà, donc, on a l'impression que ce sont des tactiques dilatoires quelque part. Merci beaucoup pour cette question, Josh. Alors, je disais lors de ma présentation que je ne pense pas donc que c'est nécessaire d'avoir une définition qui inclurait tout ce avant de commencer à travailler. Donc, déjà, c'est bien d'avoir des principes de précaution et ce n'est pas on ne doit pas utiliser cela comme excuse. Et par rapport à, enfin, c'est ce que je vois au niveau international, mais il faut simplement avoir des principes de prudence. Mais d'avoir, c'est pas la peine. On a toujours des formules pour repousser ces manœuvres dilatoires, encore une fois, oui, suivies par, encore une fois, par des réunions ministérielles. Et puis, bon, 3 ans après, on verra ce qui se passe. Donc, on a déjà eu ces programmes de travail dans les finances, on en a vu beaucoup et ils sont complètement inutiles et obsolètes. Alors, selon moi, si en effet, je dirais qu'il y a les avantages, ces désavantages, mais le Fonds vert pour le climat n'a jamais pensé avoir une définition qui inclut tout de ce qu'il finance, parce qu'il finance beaucoup de choses. Et donc, on peut, donc, même chose avec les pertes et les dommages, comme il finance si bien donc l'atténuation et l'adaptation. Par exemple, vous avez l'énergie, le transport, les déchets, et pour l'adaptation, on a les forêts, les écosystèmes, l'habitat humain, l'eau, etc. Je ne me rappelle pas exactement donc de ces catégories. Je vous donne juste un exemple.
Et puis, je pense qu'il est important d'avoir aussi bien des attentes par rapport à cela. Et concernant les ressources au niveau global, je pense que c'est même le Fonds vert pour le climat ne fait pas ça. Donc, quelque part, ce n'est pas nécessaire d'avoir ceci au préalable. Et on ne peut pas, je pense que selon donc l'expérience, nous allons, lorsque nous avons donc un événement tel que l'inondation, tel que celui qu'on a eu au Pakistan l'année dernière, eh bien, qu'est-ce que la communauté peut faire par rapport à la CNUC et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience? Alors, je pense que là, ce fonds pourra agir en tant que fonds pilote et ensuite on verra comment gérer tout ceci. Et ce qu'on peut faire, ça sera donc un projet pilote, n'est-ce pas? Ça ne sera pas donc une solution à tout. Et donc, on doit se dire, on a besoin, par exemple, d'expériences sur deux fronts. Et sur les pertes et les dommages, donc on va créer des priorités. Par exemple, la première année, on va donc répondre aux inondations et obtenir notre expérience par rapport à cela, ou par exemple, aux tempêtes tropicales, et ensuite ce sera la perte de biodiversité, etc. On essaiera donc de faire les choses par catégorie, ce qui est le plus urgent, de faire tout ceci, la méthodologie et quelle définition utiliser ensuite. Voilà, donc quelque part, nous allons développer ceci et avancer au fur et à mesure. C'est pas qu'on doit tout développer avant, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que j'essayais de mentionner, justement. Merci Andrés. Nous sommes au point où nous allons prendre des questions, des commentaires. Est-ce qu'il y a des choses à dire, des questions peut-être sur la présentation de André? Donc, levez vos mains maintenant, s'il vous plaît. Donc, allez-y, j'arrête. Donc, ma question, c'est sur les dialogues des experts techniques, il y avait mention des différences, la protection de l'environnement et d'autres types de réponses. Quel est votre point de vue en ce qui concerne le style habituel des réponses qui viennent du secteur privé et comment est-ce que la société civile doit y répondre? Oui, merci, Arrête. C'est une question difficile, pour être honnête. Perte et dommage crée un besoin de pas seulement des ressources financières, mais aussi des ressources techniques et aussi parfois de l'aide humanitaire. Et parfois, ça prend du temps d'évaluer les pertes économiques d'un événement météorologique extrême. Il n'y a pas seulement des pertes d'infrastructures qui nécessitent une reconstruction, il y a une perte d'héritage culturel, de vie humaine et d'une perte de certaines connaissances euh, qui peuvent être perdues à jamais et peuvent pas être remplacées. Donc, et quand on a regardé la focalisation sur l'assurance privée, la réponse des assureurs privés ne peut être que, disons, si vous avez un hôtel dans les Caraïbes, dans beaucoup de cas, n'est pas une propriété des personnes locaux, mais par des grandes entreprises internationales, des chaînes comme les Marriott et les Hilton. Et maintenant, il y a un événement extrême qui détruit l'hôtel.
Il y a donc une assurance qui répond à ça, mais cette réponse, cette assurance ne répond pas aux ceux qui n'ont pas la capacité de réagir à ça. Et l'assurance focalise sur les biens qui vous appartiennent, mais souvent il y a d'autres choses qui est perdu autre que des biens. Euh, je mets jamais trop la discussion autour des assurances parce que essentiellement, c'est vraiment une approche de vente. Si vous voulez avoir un dédommagement, il faut d'abord acheter quelque chose. Si c'est pareillement à la discussion autour de la technologie, si vous avez besoin d'une certaine technologie, ben venez chez nous et achetez. C'est pas la réponse qu'il nous faut. Du côté de la société civile, il faut clarifier ça plus ardemment. Euh, la même réponse ne s'applique pas à tous les pays en question. Et la société civile n'a pas toujours été aussi claire que c'était nécessaire. On a eu une très bonne rencontre autour de la COP la plus récente. On a eu une discussion avec la société civile euh, euh, en avance pour se préparer aux discussions autour des pertes et dommages. Et, et vous vous rappelez des petites serviettes que les personnes avaient qui disaient payez pour ce que vous avez causé. Et ça donnait une impression aux pays développés que tout le monde a un œil sur vous. Et ça, c'est un rôle important de la société civile. Ah, oui, merci beaucoup, Andrés. Euh, je regarde s'il y a d'autres questions, commentaires. Bon, laisse-moi dire que la session suivante donnera encore plus d'opportunités de revenir sur d'autres idées avant qu'on passe à la pause. Dans la session suivante, on va utiliser Padlet et c'est Barbara et Paf et Andrés qui vont être les contributants. Donc, peut-être on peut partager juste les instructions pour le Padlet et les liens euh, pour que vous puissiez vous préparer pendant la petite pause, qu'on puisse procéder immédiatement à l'étape suivante. Donc, voilà. On aura 5 minutes de pause, mais juste avant la pause, laissez-moi vous présenter le tableau interactif dont on fera utilisation. Vous avez aussi les instructions dans le dialogue, dans le chat. Il y a un lien dans le chat et ça vous mènera directement au tableau interactif que nous avons préparé pour vous. Et une fois que vous l'avez ouvert, rajoutez des commentaires sur toutes les différentes colonnes. Cliquez seulement sur le petit plus. Ça vous permettra de poster vos commentaires et vous verrez aussi les commentaires des autres. Et si vous voyez qu'il y a déjà des contributions que vous aimeriez soutenir, vous pouvez faire cela ou commenter sur leurs commentaires. Il y a une question de la part de Maria. Comment on peut aider, on peut soutenir la jeunesse sur une échelle nationale? Ce qui, ce, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une meilleure participation de la jeunesse? Moi, je propose qu'on ramène ça dans la session suivante. On va laisser ces instructions ici à l'écran. On va faire 5-6 minutes de pause et on se retrouve à moins le quart. Donc, Barbara, Paf et Andrés vont mener cette discussion. On aura 5 minutes de pause et je voudrais
tous tout à l'heure dans 5 minutes. Merci. Donc, allô, allô. Bienvenue au retour. Je regarde la liste des participants. On a eu une perte très légère après notre pause, donc j'en suis très heureux que tout le monde est toujours de partie. On avait besoin d'une petite pause. On voit l'écran. Je vois un peu les commentaires. L'idée, c'est que nous, en tant que VCA, on devrait avoir une bonne idée et des bons indicateurs de la part de vous tous sur le chemin devant en ce qui concerne la définition de perte et dommage. Donc voilà, c'est pourquoi vos commentaires sont tellement importants. J'espère que tu es toujours avec nous et Barbara et Andres. Barbara, est-ce que je peux vous passer à la manche pour nous expliquer un peu ce qu'on voit ici sur le tableau, puisque vous êtes quelqu'un qui est vraiment tout offrant en ce qui concerne la définition de perte et dommage. Est-ce qu'il y a des choses qui nous sont utiles dans ces commentaires? Oui, bien sûr. Je vois des propositions en termes généraux. J'ai vraiment bien aimé la présentation d'Andrés parce que ça nous donne, ça nous montrait très clairement d'où on vient, où on est et pas où on va. Et ça nous donnait quelques bonnes idées pour la continuation. Ce qui est clair, on n'a pas de définition globale. Et on voit un peu comment on pourrait y arriver. Et c'est bien une priorité pour VCA. Donc, l'équipe peut regarder ça de plus près. Je vois que les facteurs critiques autour de la réponse sur les parties dommages. Et on voit maintenant que sur le terrain, on a un réseau d'une 400 organisations à peu près qui peuvent élaborer une partie des processus à suivre. Et donc, oui, c'est important qu'il y ait une voie locale pour alimenter ce processus. Et comment on peut... Donc, le premier commentaire, c'est qu'il faut s'assurer que la voix de la société civile est bien entendue. Donc maintenant, il faut regarder les idées qui sont mises en avant. Et donc là, peut-être Andrés, ce serait bien de pouvoir s'appuyer sur votre expérience dans la discussion. Je vois jusqu'ici d'engager avec des membres du comité de transition dans les divers pays. Et Andrés a mentionné qu'il n'y a qu'une seule rencontre qui s'en suivra. Et il faut voir aussi, il faut informer que le COP ait de l'information sur les résultats de ces discussions. Andrés a aussi mentionné que la clé, le débat entre des pays en voie de développement et les pays développés autour de la disponibilité de fonds. Et c'est important qu'il y a des contributions locales sur les arrangements, comment l'argent doit arriver sur place, là où on en a besoin. Et je vois que ça, c'est des aspects importants.
sur lesquels on peut construire. C'est un peu ça que je puisse voir. Donc, je vous passe la manche, Andrés. Ouais, merci, Barbara. Si moi aussi, je peux commenter sur les choses que je vois qui arrivent ici. Tout d'abord, en ce qui concerne la définition de perte et dommage, un des problèmes que nous avons eu, c'est de reconnaître que perte et dommage, c'est des résultats du changement de climat, mais il y a toujours eu une discussion autour de la causalité, parce que il y a des effets du changement de climat qui a été occasionné par des activités humaines. Et moi, mes soucis que de la perspective de finance, il y aura la demande de pouvoir fournir des preuves de la causalité. Qu'est-ce qui est occasionné par l'activité humaine et qu'est-ce qui fait partie des événements normaux en ce qui concerne les ouragans aux Caraïbes, par exemple? C'est une question horrible, mais il faudra trouver une façon d'y répondre en ce moment en ce qui concerne ce que nous avons dans l'environnement du changement du climat. Nous avons les données habituelles avec les projections et les expectations. Et peut-être il faudrait créer la même chose pour les pertes de dommages, une base de données qui établisse un lien entre la fréquence euh, des ouragans et comment il y a l'évolution en ce qui concerne la fréquence et la force destructive, etc. Je suis pas sûr qu'on puisse établir ça avec toutes les occurrences des désastres naturels. Je voudrais aussi commenter sur la troisième question. Quelles sont les priorités euh, du nouveau dispositif de financement? Il y a toujours un obstacle en ce qui concerne l'accès aux ressources. L'accès aux ressources, tout d'abord, il faut avoir une proposition solide avec les bonnes données à la base et euh, pour pouvoir démontrer la, l'évolution, un changement de paradigme et tous les problèmes auxquels sont exposées des communautés en question, je n'en suis pas sûr qu'il y aurait assez de temps et expertise pour créer ce genre de document. Il peut y avoir une façon de s'y prendre. Comment exactement, je suis pas encore sûr et il faut y réfléchir, mais peut-être il faudrait avoir un processus simplifié et ensuite un déboursement pour pouvoir répondre aux effets assez rapidement. Et après ça, on peut demander plus de détails sur les mesures prises et pour accomplir une transparence à la suite. Mais je suis pas sûr comment on peut faire ça en amont. Il faudra vraiment changer cette mentalité de déboursement. Oui, ça me semble important. Je voulais commenter là-dessus. Oui, merci beaucoup. Paz, est-ce que vous souhaitez, oui, dire quelque chose? Oui, je devrais faire un commentaire, hein. Si c'est d'accord avec les interprètes, je vais parler en espagnol. Donc, les sujets principaux et la plupart des réflexions que j'ai vues ont été faits par Barbara et Andrés et les autres contributeurs qui ont déjà parlé avant moi, mais je pense que l'importance de euh, de renforcer les voies du terrain
et la pertinence du savoir et de l'expérience de la société civile pour appliquer de la pression sur les forces en question. Je crois que c'est là où un rôle très important à jouer pour s'assurer que toutes les voix pendant le COP soient entendues et de établir des liens avec les organismes des divers pays et de leurs leaders pour avoir une voix qui sait se faire entendre et qui a l'espace pour exprimer ces vues différentes. Et pour que toutes les communautés qui sont affectées par le changement du climat euh, euh, se trouvent habilitées à engager ce processus. Oui, merci beaucoup de vos commentaires. Et Barbara, et puis oui, je suis en train aussi euh, euh, je garde aussi un œil sur le chat et sur le tableau interactif. Je vais regarder aussi la boîte questions-réponses. Bon, la question de Justin, comment est-ce que les communautés et l'adaptation basée sur l'écosystème doivent être améliorées et développées au niveau des compétences? Je crois qu'on en a déjà parlé. Barbara, est-ce que vous voyez encore des choses? Merci. Je vois encore. Euh, Juste pour rajouter, ou pour souligner ce que la plupart des personnes ont dit, c'est la valeur de VCA, c'est d'intégrer la voix locale dans ce processus. Et comme on en a dit, les commentaires que je vois ici et aussi ce que Andrés avait mentionné, les processus sont importants, mais des fois, vous voyez, tous ces comités qu'il y a, ils sont souvent utilisés pour l'excuse, en tant qu'excuse pour générer des délais. Il faut s'assurer que les fonds soient mis à disposition et dispensés à temps. Et la stratégie pour accomplir ça, c'est notre responsabilité critique. Euh, Nous avons donc le comité de transition, mais aussi bien donc les retards, n'est-ce pas? Ce sont des points importants et nous avons aussi dans nos pays, on sait très bien qu'il y a des représentants gouvernementaux qui vont devoir s'engager avec ce comité de transition, n'est-ce pas, ou cette commission de transition, que ce soit donc au niveau des communautés, au niveau local. Je pense que c'est important de s'engager, de participer clairement avec ce comité de transition. Finalement, j'aimerais aussi bien tel que mentionné ici. Je pense que quelqu'un a mentionné qu'il y aura aussi peut-être des mécanismes au niveau pays. Je pense que nous avons déjà des mécanismes assez clairs. On a tout cela, mais bon, c'est au niveau des communautés. Bon, eh ben, on peut utiliser des fonds pour financer. Mais alors, comment utiliser? Comment utiliser cela? Ma proposition, utiliser la société pour qu'on puisse donc déjà mettre en place ces mécanismes
pour qu'on puisse, pour ne pas dire, ah, nous avons créé un nouveau. Non, donc on peut déjà améliorer ce qui existe pour qu'on avance plus vite, à mon avis. C'était juste mes contributions par rapport à cela. Merci beaucoup, Barbara. Donc, excusez-moi, Yared est là et je l'ignore. Donc, voilà. En fait, Yared, vous avez la parole. Oui, en effet, on ne pouvait pas vous entendre. Votre micro n'est pas allumé. Yared, veuillez. Ah, donc, nous avons donc 170 partenaires au niveau local qui participent déjà à des commissions. Donc, nous avons une très bonne position. Et en Indonésie, concernant euh, cela, il y a différents narratifs similaires et des articles publiés à cet égard. Alors, ce que je veux dire par là, c'est si on veut sensibiliser les communautés, on pourrait donc expliquer cela. Premièrement, donc c'est vrai qu'il y a le calendrier. Ensuite, il faudrait qu'il y ait donc un dialogue avec des experts on doit présenter des cas à ces experts. Et ça serait donc une manière dont on pourrait donc développer différents cas pour présenter cela au niveau international. Ça serait donc une opportunité à saisir. Et sinon, je pense qu'il y a d'autres opportunités pour soumettre, enfin, et je pense que l'Alliance VCA aussi, et d'autres collègues participant à cette séance, je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Et troisièmement, concernant l'accès à un capital, mon collègue en Zambie est en très bonne position. Je pense que la Zambie, justement, au point stratégique, sont bien placés et on pourra s'engager davantage avec le comité transitoire. Alors, comment s'engager avec eux? Eh bien, on pourrait développer des arguments avec des preuves probantes et soumettre cela pour pouvoir s'engager avec eux. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup, Yared. Andrés, il y a un commentaire pour vous, je pense. Ça a été très enrichissant d'écouter votre présentation, vu votre expertise et votre expérience en ce domaine, qui est importante. Et y a-t-il des articles que vous avez publiés peut-être, où vous avez articulé vos idées, car pour la VCA, d'avoir écouté ce que vous aviez à dire avec vous aujourd'hui, je pense que ce sont d'excellentes idées et vos expériences pourraient nous être utiles. Je sais que c'est peut-être en marge de notre discussion, mais peut-être que vous pouvez mentionner cela. Merci, Josh, pour cette question. Alors, excusez-moi, quelqu'un a son micro allumé. Alors, en collaboration avec certains collègues, on a publié un article la semaine dernière pour les difficultés du financement des pertes et des dommages. Et vous pourrez le trouver et sur le site web de Avina. Nous avons aussi les négociateurs sur le climat. Je pense que là, c'est aussi par rapport à ce contexte. C'est donc en 3 langues, en français, en espagnol et en anglais. Donc cela, par rapport aux négociations sur le climat, ça serait intéressant pour vous de lire. Ça fait partie, mais
voilà, on essaiera de trouver d'autres articles à partager avec vous également. Et oh, je vois que le lien a été mis justement dans la boîte de discussion en bas de l'écran. Regardez un peu tout cela. Je pense que Madame Paz González a mis ces liens. Donc, en effet, ça serait intéressant pour toutes les personnes. Je pense que ça serait utile et nous devons nous assurer que ces ressources soient disponibles et d'avoir accès à ces articles serait utile. Alors, je regarde s'il y a peut-être d'autres commentaires ou d'autres questions. Peut-être, est-ce que je suis très heureux de toutes ces réactions que nous avons reçues aujourd'hui. Je Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas eu encore l'opportunité de mettre vos pensées, vous pouvez les mettre sur Padlet, car ce lien sera encore ouvert pendant pas mal de temps, donc vous pourrez le faire après la réunion. Alors, si vous voulez peut-être ajouter quelque chose, cher intervenant, donc très bien. Alors, dans ce cas, j'aimerais vous remercier nos intervenants et remercier tous les participants et les personnes qui ont effectivement participé à cet événement au travers de leurs réactions. Et encore une fois, je vais donner donc la parole à Yared avant de clore la séance. Merci, Josh. Alors, en effet, je pense que nous allons donc pouvoir travailler sur ce programme. Nous essayons de familiariser les collègues par rapport aux opportunités pour influencer les décisions et puis comment s'engager cela au niveau national et au niveau international. Alors, nous allons prendre contact avec vous les jours à venir avec différentes activités. Et, il y a différentes activités et probablement euh, il y aura un engagement aussi avec une personne de la CNUC et du comité transitoire pour faciliter cette interaction, cette interface et j'espère qu'on pourra développer des études de cas qu'on pourra utiliser lors de la conférence pour travailler sur notre position en tant que VCA, la position concernant cette conversation. Voilà, il y a différentes activités planifiées. Je vous remercie et encore une fois, donc il y aura d'autres conversations sur d'autres thèmes et voilà, donc Aaron va vous en parler dans une minute. Merci beaucoup, Yared. Je vais donc donner la parole à Karen pour clore cette séance et pour d'autres informations importantes. J'aimerais vous remercier pour cette discussion très intéressante qu'on a eue aujourd'hui. Merci à Protus et à Endris et à tous ceux qui ont participé à cette discussion. Et voilà, merci à Barbara aussi. Je pense que ça a été une très bonne expérience, juste pour mentionner que ces enregistrements seront disponibles et j'espère que ça sera donc une discussion soutenue. Je vais donner maintenant la parole à Karen pour les prochaines annonces importantes. Donc, j'aimerais donc vous remercier tous. Merci beaucoup aux orateurs, aux membres de ce panel qui ont partagé leur vue. J'aimerais remercier donc les interprètes pour avoir fait un travail extraordinaire et aussi bien en participant aujourd'hui pour avoir participé à cette discussion. Voilà, donc c'est fantastique de vous avoir tous ici
Et merci beaucoup pour avoir modéré cette séance et à l'équipe technique et pour nous avoir aidés. Et pour la prochaine séance, on aimerait vous inviter à participer à notre prochaine euh, séance qui parlera sur les banques multilatérales. Voilà, donc vous pouvez aussi nous suivre sur notre site web et voilà, suivez-nous sur Twitter et voilà, donc vous ayant dit cela, on aimerait donc vous remercier de votre présence et voilà, donc merci beaucoup et encore une fois, au revoir.